Ben, j'ai discuté tout à l'heure avec le propriétaire. On va aller le rejoindre tout à l'heure. Oui. Il m'a fait faire un petit peu le tour de son terrain à l'extérieur parce qu'évidemment, c'est un magasin. Ici, on est dans la cour arrière. Oui. Regardez ça ici. C'est une remorque. Vous voyez Chenille. les chenilles? Oui, 1942, celle-là. Alors, celle-là date vraiment de la Deuxième Grande Guerre. C'est pas un tank, hein, comme vous le constatez. C'est une remorque qui servait au transport, autant de transport de troupes que de transport de matériel. On accrochait de grandes plateformes derrière. OK. Mais la grande vedette, pour ce qui est des véhicules, des surplus militaires, là... C'est la Jeep. Eh bien, c'est ça. C'est la Jeep, évidemment. C'est pas mal en demande. Et puis, on peut même... on peut plaquer, on peut immatriculer ces véhicules-là. Encore celui-là, c'est 2500 $, environ le même prix. Puis il est fonctionnel? Oui, fonctionnel. Ben là, on peut pas l'opérer tout de suite parce que, à cause de tentatives de vol dont a été victime le propriétaire, eh bien, on a dû retirer la batterie, tout simplement. OK. Il n'est pas opérationnel maintenant, mais on dit qu'en dedans d'une heure ou deux, on peut le rendre opérationnel. On le rendrait opérationnel. Exactement. Et puis... Y a-tu d'autres choses d'assez curieux et de particulier? Je m'en Ben vais ça, vous c'est une montrer tente autre roulotte, chose. là. C'est pas... Oui, ben, il y a toutes sortes de choses aussi. Il faut OK. dire qu'on vend de l'équipement de camping, on vend un peu de tout. Hein? Ouais, OK. Ça, c'est une des parties de la marchandise. Il y a toutes sortes de choses qu'on trouve ici. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. OK. Je vous dis aussi que la plupart, il n'y a pas beaucoup de véhicules. En fait, il n'y en a à peu près pas qui ont traversé de l'autre côté, donc en Europe, lors de la Deuxième Grande Guerre. OK. Pour la simple bonne raison, me disait le propriétaire tout à l'heure. Oui, bien, l'armée canadienne laissait les véhicules là-bas. À peu OK. près tout l'équipement a été laissé là-bas. C'est pour ça que la plupart des véhicules datent des années 50. Pouvez-vous me le présenter, le propriétaire? Je vous présente quelqu'un qui connaît ça pas mal mieux que moi. Je présente M. Côté, propriétaire de Sail Canada ici. Bonsoir. Bonsoir, M. Côté. Bonsoir, M. Mongrain. Jean-Luc, Oui. moi je continue d'aller magasiner Oui. à l'intérieur. Si je fais des trouvailles, je vous reviens. Parfait, Éric, merci. Monsieur Côté, vous avez débuté votre commerce avec du surplus militaire. Ça a été ça la base de votre entreprise. Oui, M. Mongrain. On s'approvisionne et vous vous êtes approvisionné comment? Comment on Par des ramasse autant d'équipements? Par des soumissions un peu partout, au gouvernement, à travers le Canada, un peu à l'étranger aussi. Donc, il y a un marché, il y a des collectionneurs. C'est des collectionneurs qui achètent ça? Ah, sûrement, sûrement. Parce que je peux vous montrer quelque chose ici actuellement. Oui. C'est des bombes qui ont été... Il n'y a aucun danger dessus, qui ont été reconstituées. Il y a près de 80 heures d'ouvrage pour reconstituer ces engins. C'est des bombes qui ont servi au Vietnam, OK. qui appellent des Snake Eye. J'ai même de ces bombes-là qui sont rendues au Texas. Chez des collectionneurs. Oui, oui, des collectionneurs. Dites-moi, une affaire comme ça se vend combien, ça, là? 1500 $. 1500 pièce. Oui. Puis, autre chose, le plus grand collectionneur, bien, c'est le gouvernement canadien. Ils ont voulu en avoir 4 Ah oui? pour le Musée national. Vous les avez ramassés, puis après ça, vous les avez revendus. Non, j'ai pas pu le revendre parce que on a voulu faire un marché avec eux, puis ils n'ont pas voulu... Ils ont le gros bout du bâton. Non, exactement. Mais là, vous vendez beaucoup d'autres choses parce que vous êtes devenu autre chose maintenant. Bien, maintenant, nous sommes un magasin de plein air, chasse et pêche, tout en fin de compte pour le plein air. Ça veut-tu dire, ça, monsieur, que si... tout le phénomène de surplus d'armée, on a connu ça, là. Tout le phénomène de surplus d'armée, ça marche toujours et ça vous a permis de progresser et de faire autre chose par la suite, de modifier votre commerce. C'est sûr, parce que la demande exige et demande d'autres choses, parce que il y a des renouvellements, mais la mode continue. La mode continue. Les jeunes actuellement, prenez comme les bottes militaires, les bottines militaires, c'est la mode. C'est un mannequin international natif de Matane qui a relancé la mode de la bottine militaire chez les jeunes. Actuellement, là, c'est une furie pour avoir cette chaussure. De véritables bottines militaires d'époque ou encore similaires à celles d'époque, ça, c'est... Non, actuelles, des bottes actuelles. Ah, ça, c'est la grande mode, là. Oui, c'est la grande mode. Depuis un an, là, c'est la grande mode parce que j'en avais beaucoup, je les ai exportés. Puis quand la mode a commencé, j'en avais plus. Imaginez-vous, c'en est d'autres qui en ont profité. C'est ça qui est le commerce. Dites-moi, monsieur, ces jeunes qui apprécient le matériel militaire, est-ce qu'ils ont une notion de ce que ça peut représenter et que ça a été pour leurs pères et leurs aïeux peut-être des souvenirs un peu plus tristes? Ils ne pensent pas à ça, je présume. Non, du tout, parce que c'est une chose que les jeunes ne pensent pas actuellement. Ils aiment mieux la fiction. Ils voient la fiction
tous les films à la TV. Il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer. Oui. Qu'est-ce que le caméraman... Montre cette toile-là, oui. C'est une toile qui a été faite, qui a été peinte par quelqu'un qui a fait le débarquement en Normandie. OK. Et qui était peint par souvenir ou s'il était là? Il fallait qu'il soit là pour pouvoir donner les détails qu'il y a sur cette peinture. Puis il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer, que cette peinture, ce sont le régiment de la Chaudière. Ah, vous reconnaissez. Est-ce que vous, personnellement, êtes un amateur et collectionneur d'objets militaires? J'ai beaucoup de choses militaires, Ah, beaucoup. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est, ça? Oui, Jean-Luc, c'est ça. Il y a un des collègues donc, de M. Côté qui vient de me montrer ça. Il gardait ça précieusement derrière une vitrine. C'est à vendre, ça aussi, M. Côté? C'est quoi? Oui, ça, c'est un bazooka allemand. Ah oui? Deuxième guerre mondiale. Il faut remarquer que tous ces items que vous voyez ici sont inactifs. Ils ne peuvent être utilisés, c'est ça, vous les avez... réutilisés. Ils ne sont pas fonctionnels. Hey, monsieur, c'est tout le temps que l'on a. Je sais que vous êtes à Belleuil. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir comme ça. On est pressé par le temps parce qu'on avait une histoire abracadabrante avant. Mais c'est de voir qu'il y a un marché pour cela. Merci bien. Au revoir. On s'arrête pour une pause. Au retour, on va aller au musée militaire de la Citadelle à Québec. Et j'ai quelques commentaires sur ce phénomène où des jeunes apprécient l'objet militaire. Je me demande si pour d'autres, c'est pas une insulte, ceux qui ont été obligés de le porter sous les drapeaux pour défendre la liberté. Bien sûr, de ces héros, de ces gens qui, de façon volontaire pour plusieurs, d'autres enrôlés par les politiques du gouvernement de l'époque, eh bien, ont été mener une guerre au nom de la liberté sous les drapeaux des Alliés et battre l'ennemi. Ils y ont pour plusieurs laissé leur vie, pour d'autres, ces femmes ont perdu leurs fils, ont perdu leurs époux, leurs conjoints. Et à toutes les fois, dans ces guerres-là, et quand on les constate, eh bien, on se dit, ce sont les adultes qui en décident et ce sont les enfants qui les font, ces guerres-là. Et c'est le lot d'à peu près toutes les guerres, que l'on pense à la première, à la deuxième, à celle du Vietnam, ou encore à celle que l'on a connue plus récemment, mais qui nous apparaît presque comme n'étant pas une guerre due à la haute technologie, la guerre du Golfe. Et il faut se souvenir, je pense, que des hommes, et des femmes également, ont donné leur vie au nom de la liberté et dans une autre époque. Donc aujourd'hui, moi en tout cas, ça me touche, parce que je n'ai entendu parler, moi, de la guerre. Mon père, il l'a fait. Mon arrière-grand-père, il en a parlé 14-18, mon grand-père aussi. Mais mon fils n'a qu'une notion fictive de ce que c'est que de la guerre. Il est donc important qu'il y ait des musées pour se souvenir de la bêtise humaine, dans le fond, se souvenir que l'être humain est un être guerrier. On va aller, si vous le voulez bien, au musée de la guerre de la Citadelle de Québec, un musée dont on doit être fier parce que des hommes et des femmes, eh bien, ont incarné la liberté, mais qui, en même temps, eh bien, c'est un souvenir triste. Gérard Deltel, vous êtes devant le musée là-bas, à la Citadelle. Salut. Bonjour Jean-Luc. Oui, le musée de la Citadelle est situé dans l'ancienne prison de la Citadelle. Oui. Puis comme vous voyez, bien, il y a encore les barreaux qui sont là. Si vous voulez, on va le visiter un petit peu. Oui. Parce que cette bâtisse-là a été construite en 1840, ça fait donc plusieurs années de ça. Et bien, comme on peut le voir, vous avez ici les meurtrières. C'était la prison qui devait servir à l'époque pour les militaires. Et ça servait de prison, ça, jusqu'en 1951. Mais depuis 1976, comme vous le disiez, c'est le musée du Royal 22e Régiment. Alors, les cellules, les anciennes cellules servent actuellement pour différentes expositions. Si vous voulez, on va aller voir la première cellule ici, qui concerne l'effort du Royal 22e Régiment lors de la campagne d'Italie de 43 à 45. Alors, on entre ici dans cette cellule où on a cette exposition-là. On rencontre le conservateur, M. Sénécal. Bonjour, M. Lettel. Bonjour, M. Brigadier. Bonjour, monsieur. M. Sénécal, je regarde ici, vous avez tout plein de choses, des armes, des représentations de vos chefs. Ici, si on commence juste par là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve ici dans les deux vitrines, celle de gauche, le premier commandant qui a fait le débarquement en Sicile, le général Bernacchi, lieutenant-colonel dans le temps, alors le 10 juillet 1943. Et à droite, c'est le général Allard qui a succédé au général Bernacchi comme commandant le 14 décembre 1943 en Italie. Le Royal 22e Régiment, brigadier, c'est un régiment qui est composé exclusivement de Canadiens français.
Exclusivement à quelques exceptions près. Il y a quand même, c'est pas fermé aux anglophones. OK. Je vois ici, vous avez juste à côté une espèce de mortier, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Racontez-moi ça. Alors voilà, ça, c'était l'artillerie, ce qu'on appelait l'artillerie personnelle du commandant de bataillon. Il traînait pas ça sur son... traînait pas ça sur son épaule, quand même, hein? Pas du tout, c'était en batterie de 4 ou 6, Ouais. mais c'était l'arme qui pouvait projeter des bombes jusqu'à 4000 mètres à peu près. Monsieur le brigadier, Oui, M. Morin. quelle est la réaction des gens qui vont visiter? Je sais qu'ils sont nombreux, les gens, à aller à un musée de Citadelle, mais quand on regarde un musée militaire, on doit être pris entre un peu deux sentiments, à dire « Ah, regardons ça, c'est intéressant, mais en même temps, quelle tristesse. » D'ailleurs, ici, ce que nous présentons, c'est vraiment l'histoire militaire. C'est pas surtout le fait de la guerre. Ce qui est important, c'est de se rappeler de l'histoire. La citadelle est un lieu où les deux régimes, français et anglais, se retouchent, si on veut. Le musée, comme tel, c'est pour commémorer les actions du Royal 22e Régiment. Il est ouvert à tout le public, tout le temps, 365 jours par année. Effectivement, c'est pour garder aussi des artefacts, des souvenirs régimentaires qui nous sont chers. Dites-moi, ce musée, il est à la Citadelle parce que c'est la maison du Royal 22. Voilà. Hey, c'est quoi ça? C'est ce que je vois là, une Ça, croix actuellement, gammée. mais ce sont les artefacts, si on veut, de l'ennemi. C'est voilà, si vous avez les deux armes principales, si on veut, qui équipaient les armées allemandes, alors la Schmeiser, qui est la petite mitraillette au fond, alors ça, c'était très efficace, une très bonne arme, qui était aussi convoitée par les Canadiens. Il fallait s'en récupérer sur le champ de bataille, alors on était chanceux dans ce moment-là. Alors, il fallait récupérer des armes de l'ennemi parce qu'elles étaient réputées être plus efficaces que ce que nous avions. Ben, celle-là, entre autres, oui. Celle-là, entre autres. Puis je remarque juste ici, Monsieur Sénécal, que vous avez un hommage rendu au major Triquet. Alors l'action, effectivement, l'action principale en Italie fut sûrement Casa Berardi, qui éventuellement a accordé au major Triquet qui commandait l'unité à ce moment-là, pas l'unité, mais la compagnie qui a fait l'action, la Croix de Victoria, qui est la plus haute décoration offerte ou donnée pour un acte de bravoure. Parce que le major Triquet et son groupe étaient encerclés par l'ennemi. Il l'encerclait littéralement, mais il lui a résisté et son équipe. Voilà. D'ailleurs, ces paroles fameuses étaient que nous sommes encerclés de partout. La place la plus sécuritaire, c'est l'objectif. Alors, foncez. Merci bien, M. Sénécal. Merci, Gérard. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci, brigadier. Gérard, on se reprend et on aurait certainement intérêt à aller visiter ce musée-là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous aussi. Merci bien. OK, bye-bye. On revient en conclusion après cette pause. Un party en conserve de Quality en vente maintenant. Croyez-vous à la vie après la mort? Aidez-moi! J'ai l'impression parfois de te sentir. Croyez-vous aux fantômes? Donnez-moi une pénitence, mais faites partir ce mec! Pas question. Cette femme savait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Eh Molly, je connais même l'histoire de votre petite culotte avec votre nom brodé. Sam est mort! Depuis que je l'aime. Il dit qu'il vous aime. Croyez-vous à l'amour éternel? David Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg en primeur. Mon fantôme d'amour, dimanche, 19h30. Le TVA en bref, une présentation du garage F. Cossette. Le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, est de passage à l'Institut de police de Nicolet. On en parle à notre bulletin de 18 h. Signé cette journée du 11 novembre et c'était notre façon d'aller faire une intrusion dans ce monde de souvenirs qui en rappelle pour plusieurs de fierté de ces souvenirs, mais de grande tristesse également. Et si on pouvait se souvenir justement au point de se rappeler de ne plus faire jamais la guerre et ne plus jamais, je pense que ce serait une bonne chose. Si je reviens sur notre première saga, cette histoire de fraude et d'utilisation de d'autres personnalités, il y a là certainement des gestes criminels, mais pour en arriver à croire même à sa propre menterie, à sa propre histoire et à ses propres fabulations, on est peut-être là devant un problème qui était évaluable par la santé mentale. Est-ce qu'on n'est pas devant des dédoublements de personnalités qui font en sorte qu'on en arrive à créer ainsi d'autres personnages? Ça s'est déjà vu par le passé. Mais attention, soyez prudents. Tout ce qui brille n'est pas or. Et dans cette malencontreuse aventure, qui aurait pu être une histoire d'amour, en tout cas pour le cœur d'un des partenaires de cette affaire-là, eh bien, ça s'est retrouvé une fraude et une perte économique importante. Écoutez,
Je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça va être certainement une affaire à suivre. Il y a déjà plusieurs commentaires qui nous disent d'avoir vu cette personne à quelque part et qui pourraient la retracer et aider à la retracer. Je vous conseillerais de donner des informations aux policiers de Repentigny, de Boucherville, de la CUM, de Saint-Jérôme, de la Prairie et de la SQ. Tout le monde la cherche. C'est assez incroyable. Je vous souhaite à tout le monde une agréable fin de semaine. Je vous laisse avec des images qui résument un peu ce qu'on a fait au cours de la semaine. Soyez prudents. On se retrouve lundi avec une autre histoire qui, là aussi, va vous surprendre. Bonsoir. Je vous enlèverais du marché. Je vous étatiserais. Je vous mettrais dans les réseaux de commissions scolaires, dans les cégeps. Je mettrais un contrôle professionnel là-dessus. Ça n'a pas de bon sens, ceci. Comment elle s'appelle, la chemise carottée, là, avec la casquette? Laurent Lafond. Bon, salut. Ça a pris un petit gars de 17 ans qui dit « Hey, ça n'a pas de bon sens. Je veux conduire une moto, je veux être compétent et je me sens pas capable, présentement, d'aller passer mon examen. » J'étais membre du barreau depuis quelque temps, frais sortie de l'université, baccalauréat en droit. Je voulais avoir le logo du barreau sur une fesse. Alors, ça peut aller de ça à quelque chose de... Il se préparait à siéger ou bien il n'avait pas passé son cours? Puis honnêtement, je suis gêné. C'est rare que je suis gêné de poser des questions. Allez-y. Parce que je trouve ça formidable, le résultat. Là, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de dire, est-ce que j'ai pas conditionné cet enfant à faire un jeu? C'est vous qui avez le permis. Pardon? C'est vous qui avez le permis. Oui. C'est vous qui accréditez. C'est nous qui accréditons et qui émettons moi, le comme permis. individu, je n'ai rien à contester quand vous décidez de me retirer mon permis. J'ai pas un mot à dire. Vous êtes l'autorité suprême pour me retirer mon permis. C'est un... Lâche pas. Souvent, c'est des petits qui font bouger les grosses affaires. Oui.